Hello, salut, c'est Geoffrey et c'est le podcast Essaye encore. C'est le 7e épisode qu'on va débuter là ensemble. Je suis ravi de voir que certains commencent à déshabituer et suivent d'épisode en épisode. Je vois qu'il y a des gens, quand je poste une petite photo sur Instagram en disant « Ah, nouvelle invitée en boîte », je vois des gens qui disent « Ah, youpi, on attendait, etc. » Donc merci beaucoup d'aller suivre ça, merci, c'est très gentil. Et puis si vous n'avez pas encore écouté tous les épisodes, n'hésitez pas à aller traîner une oreille ici et là, parce que chaque personne a son domaine, chaque personne a ses histoires, et c'est vrai que c'est finalement tout le temps enrichissant. Dernièrement, vous étiez très nombreux sur l'épisode de Jean-Philippe Janssen, et évidemment, j'ai envie de dire. Donc voilà, continuez à aller écouter. Je vous remercie beaucoup. Continuez à mettre des petites étoiles aussi, des petits commentaires quand vous écoutez à droite, à gauche, sur Spotify, sur Apple Podcast, Anchor, peu importe. Vous pouvez utiliser ça. Et puis tant que j'en suis là-dedans, petite parenthèse avant de débuter le podcast, ici le 7e numéro, petite parenthèse, j'ai lancé un Patreon, ou Patreon en français. En gros, c'est un site sur lequel vous pouvez vous abonner pour être abonné au podcast. Alors, je précise que le podcast est gratuit et restera toujours gratuit. Mais si vous aimez l'idée du podcast, vous aimez le concept, vous aimez vraiment l'idée que j'en fasse d'autres, etc., vous pouvez me soutenir plus qu'avec juste lecture. Vous pouvez, si l'envie vous dit, vous pouvez me soutenir avec un petit abonnement financier par mois, qui me permettra à moi d'y passer plus de temps, d'acheter un peu de matériel, etc. Et puis c'est du temps à passer, à aller essayer de contacter les gens, à se caler 1 heure peut-être, ou une demi-heure à discuter, le monter derrière ensuite, même s'il n'y a pas grand montage, mais etc. etc. Donc voilà, abonnez-vous si vous aimez l'idée. Moi, ça me fera plaisir, et puis du bien, et si et du temps surtout pour faire d'autres épisodes. Et si vous rejoignez, vous pouvez aussi, pourquoi pas, devenir mon invité sur un prochain numéro hors série, un spécial. Si vous avez un parcours de vie atypique avec des histoires d'échecs qui pourrait intéresser tout le monde, eh bien voilà, en rejoignant le Patreon, vous pouvez devenir un invité du podcast et avoir votre propre numéro. Voilà, donc n'hésitez pas, ça se passe sur internet, je vous mets les liens, vous me suivez sur Facebook, Instagram, etc. Geoffrey Deloup. Il y aura les liens pour rejoindre le Patreon si ça vous tente. Voilà, fin de la parenthèse. Et début donc de ce 7e numéro avec mon prochain invité, Nicolas Robin. Il est écrivain et steward, il va nous expliquer ça. Et vous allez voir que il lui est arrivé quelques mésaventures, et notamment une quand il a sorti un bouquin dans une maison d'édition qui se cassait la figure. Et pile au moment de la sortie de son bouquin, le bouquin est à peine sorti qu'il a fini à la poubelle, quoi, parce que la maison d'édition croulait. Ouais, dure histoire. On va en parler. Et ça commence donc maintenant. Installez-vous, prenez un petit café, un truc, et puis on est parti. Allez, épisode, go, play. Enfin bon, bref, on y va. Nouvel épisode, c'est parti maintenant avec un nouvel invité, forcément. Nouvel épisode égale nouvel invité. Nicolas Robin avec nous. Salut Nicolas, bonjour. Salut Geoffrey. Et bienvenue. Alors la même question que je pose à tout le monde, on commence toujours par celle-ci. En 2 mots, elle est peut-être un peu impressionnante des fois. Qui es-tu? Voilà, comme ça, boum. Je peux te répondre en 2 mots. Je suis steward et écrivain, ou écrivain et steward. Ça, c'est une question de point de vue en fait. Mais j'ai 2 métiers dans la vie. Ouais, je suis steward depuis 20 ans pour une grande compagnie aérienne, on va dire. Ouais. Et je travaille aussi sur le roman depuis quelque temps déjà. Et donc je travaille à temps partiel comme steward et temps partiel comme écrivain. J'aime bien dire je suis écrivain et steward sur mon temps libre, ou steward et écrivain sur son temps libre. Là aussi, c'est une question de point de vue. Du coup, t'as écrit dans des beaux paysages, toujours en transit entre 2 destinations? Ça m'arrive, ouais. J'ai travaillé un texte, je m'en souviens, dans un hôtel à Alger. Il faisait très beau, très chaud. Et j'avais un petit bout de balcon, je m'étais mis à l'ombre, et j'ai travaillé mon texte. C'était mon 2e roman, je crois, Je ne sais pas dire je t'aime, qui a été retravaillé là-bas, ouais. Bon, alors justement, allons-y, t'as dit auteur et steward auteur. Alors comment, d'abord dans la vie, c'est quoi qui vient en premier? C'est steward, c'est les avions ou c'est l'écriture? L'écriture, je pense, parce que très petit, tu t'es mis à écrire. Oui, alors tu sais, j'aime bien relier les 2 facettes par le voyage en fait. J'ai toujours été dans le voyage, toujours été rêveur. Donc d'abord j'ai mis un pied dans les avions, et puis ensuite je me suis mis à l'écriture. On va dire que l'écriture et la lecture, c'est les 2 ailes du voyage, mais c'est beau, c'est ça. pas
Oh, merci. Bah, tu sais, Et quand dis on est donc, écrivain, auteur, hein? je l'avais préparée celle-là. Non, mais tu sais, en fait, l'écriture, elle est arrivée très jeune parce que je me souviens, je faisais de très belles rédactions quand j'étais petit à l'école primaire. Et c'est pas que je l'avais oublié, mais les personnes qui ont témoigné, qui m'ont dit ça nous a pas étonné que tu écrives des romans parce que tu faisais de très belles rédactions quand tu étais petit, c'est mes amis de l'école primaire qui m'ont retrouvé par Facebook, tu vois. Ah, j'allais dire, Et donc ça veut dire déjà que t'as gardé des amis de l'école primaire, ce qui est pas donné à tout le monde. Mais non, c'est eux qui t'ont retrouvé après coup, quoi. oui, on s'était un peu perdu de vue, tu vois, mais Hum, grâce hum, à hum. la magie de Facebook, on se retrouve et ça m'a fait sourire parce que je me suis rappelé ce que m'avait dit un monsieur, un sage que j'avais rencontré sur un vol Paris-Tel Aviv. Il m'avait dit, il y a en nous une graine qui ne demande qu'à germer, une petite graine. On peut appeler ça le talent ou l'envie, ce que tu veux, mais elle est enfouie en nous, dans notre ventre. Elle demande qu'à pousser. Certains la font pousser tout de suite et d'autres préfèrent la garder cachée, soit parce qu'on a peur de se lancer, soit parce qu'on est brimé. Et un jour arrive un âge, et lui m'avait dit 40 ans, c'est le bel âge pour ça, mais cette graine émerge et fait de belles fleurs. Et donc c'est là que j'ai réalisé que l'écriture était née très jeune en moi, mais certainement je l'avais enfouie parce que bah, pour moi, je me dis que j'étais pas écrivain, tu vois, Hum, hum, hum. c'était pas un métier à faire, voilà, c'était pas une activité que je m'accordais. Artiste en général, c'était quelque chose d'un peu abstrait pour moi. Hum. Oui, donc trop vague, entre guillemets, c'est pas ouais, un métier concret, et du coup, t'as laissé ça de côté, quoi. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je suis un enfant du Sud-Ouest, tu vois, dans les Landes. Bon, il se passe plein de choses, mais on te pousse pas là-bas à être artiste, à devenir chanteur, acteur ou écrivain. Et si t'as pas la maturité, le caractère pour dire, bah, c'est ça que je veux faire et vous m'en empêcherez pas, tu le deviens pas en fait. Et j'étais peut-être très très intimidé, très docile, très sage, et j'ai pas du tout suivi cette voie. Je suis parti plutôt dans une voie beaucoup plus carrée, tu vois, solide. Je suis rentré dans une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a des normes justement, et les normes, ça peut être intéressant, tu vois, d'être cadré, Hum, hum. mais en même temps, on étouffe parfois dans ces normes. Et l'écriture, quand elle a rejailli dans ma vie, elle m'a donné cette bouffée d'oxygène que je n'avais pas forcément dans mon travail de steward, même si je suis en l'air dans les avions. Parfois, dans les normes, dans les limites qu'on t'impose, dans ce Hum, hum. périmètre, avec Oui, bah surtout que les pour le coup, règles. c'est un métier très cadré là aussi, effectivement, j'imagine. Beaucoup de Ah protocoles bon, pour tout. il y a un protocole et des procédures et des règles à faire appliquer, tu vois. Ouais. C'est ça le métier. Et donc du coup, l'écriture m'a donné beaucoup plus de liberté et de légèreté. Du coup, on va remonter, avant que ça revienne là et que cette graine germe, on va remonter à quand elle était plantée, mais qu'on l'a laissée un petit peu sous la terre. Tu me Mhm. disais quand on était avant en train de papoter avant de lancer l'enregistrement, tu m'expliquais qu'il y a eu une forme de premier échec, si on veut, c'est que il y avait une prof qui t'a mené la vie dure, quoi. Ouais, c'est un moment douloureux de ma vie. C'était en cinquième. J'arrivais, je sortais, tu vois, de l'école primaire, même la sixième, tu vois, j'étais plutôt assez doué en rédaction. On commençait à appeler ça des dissertations. Et j'ai écrit un texte complètement burlesque. C'était sur le songe ou le rêve. Et elle m'a mis une très mauvaise note, mais c'est pas juste la note, c'est-à-dire qu'elle m'a humilié devant tout le monde en disant à quel point ce texte était grotesque et minable. Et tout le monde me regardait, j'étais Très très gêné. pédagogique au passage comme technique. Oui, non, mais c'est allé plus loin parce qu'avec du recul, je me dis mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Elle a convoqué ma mère Hmm. pour lui demander si je n'avais pas un problème d'ordre mental. Ma mère était très gênée, elle savait pas trop comment me défendre et on m'a demandé d'écrire des textes beaucoup plus lisses, tu vois, beaucoup Ouais. plus académiques. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et par la suite, je te dis, ce caractère peut-être timide et docile que j'avais, je me suis conformé à ce qu'on me demandait. Et Ouais, donc, ouais. du coup, je n'ai pas cherché à écrire des textes plus piquants que ça. J'ai écrit des choses qui me plaisaient même pas. J'ai écrit des textes, voilà, pour avoir quoi, 10, 12. Et j'ai jamais brillé plus que ça par la suite. Et je le regrette vraiment. Ouais, c'est cet obstacle, enfin ce côté oh là là non, tu sors du cadre, calme-toi, qui t'a du coup effectivement et qui a peut-être fait qu'il a fallu attendre 40 ans pour revenir à l'écriture, mais qui t'a ouais comme calmé quoi. Hmm. Ouais, mais c'était vraiment, elle m'a brisé les pattes dans l'élan. Quand j'analyse, quand je revois si ma vie défile devant moi, je me dis, mais en fait, il y a une cassure là. Hmm. Il y a un gadin, un sacré gadin. Et pour la petite anecdote, des années plus tard, donc il y a pas si longtemps, quand j'ai écrit, quand j'ai reçu le prix Faut lire pour Roland est mort,
par le jury qui fait partie du centre hospitalier de Tuire. J'ai remercié tous ces gens parce que le texte est complètement burlesque et je les ai remerciés parce que je leur ai dit, vous voyez ce pourquoi on m'a humilié et brisé les pattes à une époque, aujourd'hui vous quelque part vous le récompensez et vous faites justice. Et vous me réconciliez avec l'enfant que j'ai été, qui avait raison d'écrire ce texte pour lequel Madame Dinet donne son nom. Allez, on balance. M'a mis 7 sur 20, Madame Dinet, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Madame Dinet, mais j'aurais envie de lui dire regardez-moi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Faut peut-être du coup faire une mise à jour sur sur ce qui est bon ou pas bon. Mais faut pas être rancunier parce que quelque part. Mais non, parce que du coup ça t'a permis finalement d'être un peu quitté aujourd'hui. Il y a toujours un peu ce double tranchant là. Il y a des choses qu'on vit mal, mais elles font finalement ce qu'on vient derrière, quoi. Donc bon. Mais il y a une hargne en fait derrière, c'est-à-dire qu'on mobilise ses ressources, tu vois, pour s'améliorer. Et peut-être qu'à l'époque, je me suis dit, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas libre d'écrire ce que je voulais et de raconter comme ça, mais ma prose burlesque. En fait, il fallait que j'écrive des choses très carrées, très académiques, encore une fois, tu vois. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on me demandait, mais au fond de moi, je me dis, ça me correspond pas. Je vais vous donner ce que vous voulez, mais ma personnalité, elle est pas là. On verra plus tard. On verra quand je serai indépendant. On verra quand j'aurai un métier. On verra quand je paierai mes factures. À ce moment-là, je ferai ce que je veux. Oui, c'est-à-dire quand je comprends parce que sans avoir eu un texte comme ça que je trouvais vraiment sortir du lot, mais c'est vrai que j'aimais bien écrire aussi et j'avais envie d'écrire autrement que simplement comme on nous le disait à l'école, parce que c'était très simple. On nous apprenait c'est comme si 1, 2, 3 je la refais. C'est comme si on t'apprenait l'alphabet, on disait voilà tes lettres, maintenant tu apprends à faire des mots. Ouais, ok, d'accord, mais moi j'ai envie de faire plus que de simples mots. Enfin, utiliser des figures, des trucs, voilà. Et du coup, sauf que là t'es à l'école et à l'école on t'apprend à faire juste le début, ce qu'il faut faire pour bien écrire. Après, tu feras peut-être effectivement des choses qui sortent un peu. Donc, je comprends aussi effectivement du point de vue du prof, mais ça peut brimer. En effet, quand t'es sur l'instant, tu le vis comment? Parce que c'est un peu comme tu parlais que c'était ton premier échec en quelque sorte. Comment tu le vis sur le moment? C'est mon premier échec vis-à-vis de la littérature en général. Mais je me souviens très bien à quel point j'étais mal à l'aise. Je voulais disparaître sous la chaise quand elle m'a humilié devant tout le monde. On était une classe, c'était en 5e, on devait être au moins 25-26, tu vois. Et j'étais mal. Et puis tu sais, le prof, les élèves veulent quand même répondre à ses exigences. Tous les enfants veulent plaire au prof. Le prof devient un second parent, tu vois. Donc du coup, je voyais que j'étais pas du tout à la hauteur et t'es pointé du doigt et les enfants sont cruels aussi, tu vois. Donc quand t'as une banane, comme on dit, tout le monde te regarde. C'est vraiment humiliant et cruel et ça peut avoir des effets catastrophiques sur l'ego parce que l'ego c'est important, c'est ce qui permet d'avancer. Et là, j'étais anéanti. Et comment tu fais pour retourner alors si pas à l'école, au moins dans ce cours-là la fois d'après, parce qu'il faut comme reprendre un peu des forces. Tu dis que t'étais anéanti, il a fallu te regonfler un peu quand même pour affronter une nouvelle fois le cours. Je sais très bien ce qui s'est passé le reste de l'année. Je suis resté silencieux. J'étais tout seul à ma table et j'ai écouté ce qu'elle disait. Je prenais mes notes. J'ai écrit des choses, toutes simples. Et puis c'est tout. J'étais complètement absent. J'ai arrêté de participer. J'écoutais, c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, à partir de là, j'ai eu des notes très moyennes en français. Hein. J'ai pas cherché à briller plus que ça. Bon, finalement, tu t'es rattrapé en effet après avec ce joli prix et l'absurde a donc été récompensé. Mais pour autant, même si là t'as été comme un peu stoppé dans ton élan, t'as pas arrêté d'écrire une fois ça passé. T'as fait du théâtre aussi, par exemple. T'as écrit des trucs pour toi. Oui, le théâtre, c'est venu après, c'est venu au lycée parce que tu sais, c'était l'époque. J'avais découvert le café-théâtre grâce à Fernand Reynaud. Mes parents adoraient Fernand Reynaud en noir et blanc, tu vois, à la télé. Il y avait aussi Jacqueline Maillan qui me faisait mourir de rire et Pierre Desproges, tu vois. Même si j'étais jeune, il y avait quelque chose il y avait un cynisme, cette démarche qu'il avait, cette façon de parler. J'adorais ce type et j'ai découvert Sylvie Joly à ce moment-là et tous ceux qui en ont découlé, c'est-à-dire Muriel Robin, Pierre Palmade et c'est un peu leurs enfants, tu vois. Et du coup, j'étais absolument admiratif. Je voulais faire rire sans être dynamique et drôle, tu vois, sans avoir une patate de Géo de Club Med, tu vois. Je voulais vraiment faire rire tout en étant un peu froid, distant, tu vois, habillé tout en noir et je me suis mis à écrire. Je me souviens, j'avais
16 ou 17 ans un one-man show. J'ai écrit 10 sketchs. Je sais pas ce qu'ils sont devenus et heureusement parce qu'à mon avis aujourd'hui c'est Ah, ça aurait été pas sympa drôle. de les retrouver, je pense. C'est pas drôle du tout, tu vois, mais c'était de l'imitation en fait, je pense. Mais c'est ce que j'aurais voulu faire et j'ai pris des cours de théâtre en parallèle au club théâtre du lycée et par la suite à la fac, je faisais du théâtre comme on fait de la course à pied ou de l'athlétisme ou de l'haltérophilie, tu vois. Donc j'ai continué le théâtre pendant quelques temps, même en arrivant à Paris. C'est-à-dire que dans mon parcours, après la fac, j'ai fait fac de droit et après la fac de droit, je me suis présenté à Air France pour travailler comme steward et j'ai continué à Paris au Théâtre Patso dans le 20e arrondissement. Sauf que avec mes vols, j'étais pas souvent là, donc je participais qu'aux impros. Mhm. Jusqu'au jour où j'ai complètement arrêté parce que il fallait aller à tous les jeudis et j'arrivais pas du tout à suivre le rythme. Donc je me suis détaché du théâtre et je sais ce qui s'est passé. Je suis allé au cinéma, j'ai vu Little Miss Sunshine. Je suis sorti de là. J'avais adoré ce personnage le personnage du père. C'est ce road movie avec le combi jaune, ça, c'est ça? Le combi jaune, ouais. ouais. Voilà. Et je me suis dit ce que je ne peux pas jouer, je vais l'écrire. Et à ce moment-là est revenue l'écriture. Mais l'écriture était guidée par l'envie d'être scénariste en fait. Mhm. D'accord. Et mais pour autant, alors, et les bouquins, quand est-ce que dans tout ça tu es écrivain? C'est encore après? C'est juste après dans la Ok. foulée. Je me suis mis à écrire un premier roman qui s'appelle Bébé requin. Et alors roman parce que à défaut de faire un scénario ou alors juste parce que du coup en écrivant tu t'es dit bah non ça ressemble plus à un roman. C'est-à-dire qu'en fait, scénariste, ça s'improvise pas. Il faut quand même, il y a un cadre, tu vois. Donc, c'est bien Oui, d'avoir c'est une un formation. peu technique quoi, ouais. C'est un vrai métier. C'est pas, voilà, on s'improvise pas. On peut tâter l'écriture avec le dialogue, bien sûr. Mais il y a quand même une structure. Et moi, j'avais absolument rien à l'époque. Mhm. J'avais juste une histoire que je voulais raconter, qui était la mienne. C'est-à-dire celle d'un jeune homme qui veut pas dire à ses parents qu'il est homosexuel, mais qu'il est amoureux et qu'il est heureux. Donc, j'ai écrit Bébé requin, avec les influences de l'époque. C'était en milieu des années 2000. On sortait des Ali McBeal, des Sex and the City, Oui. voilà, de tous ces moments où on abordait le sexe de front, où on était en fraternité avec ses amis. Et du coup, j'ai écrit ce premier roman, le premier chapitre, tout un dimanche. Je me suis éclaté à le faire. Alors, il y avait beaucoup de dialogue et puis un peu de narration. Et ça, je l'ai structuré au fur et à mesure et ça a donné une vraie histoire qui a trouvé un éditeur, Pedro Torres aux éditions Texte Gay, et qui a trouvé son public. C'est-à-dire que j'ai eu des témoignages de mecs qui m'ont dit, grâce à vous, j'ai fait mon coming out, c'est super. Et c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que je m'y attendais pas à ces conséquences-là. C'est-à-dire que quand on écrit pour s'amuser. Il y a un témoignage aussi sur soi, tu vois, mais je l'avais écrit avec un peu de dérision, avec la patate, et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait faire du bien et ça pouvait ouvrir des portes à certaines personnes qui étaient plutôt enfermées, plutôt refoulées et qui n'osaient pas dire les choses. En fait. Ouais. Alors là, on est déjà à l'arrivée en quelque sorte, puisque t'en es avec les conséquences du livre. Mais si je remonte un tout petit peu, parce que on a compris, t'écris depuis toujours et t'as comme l'envie qui est là sous-jacente. D'accord. Maintenant, entre écrire pour toi, avoir un livre ou un scénario ou un stand-up, etc. Et ensuite vouloir, comme pour ce livre, le publier, t'as fait des démarches d'éditeurs, etc. C'est une autre démarche de vouloir le publier que juste de l'avoir écrit pour soi. Qu'est-ce qui fait la bascule? C'est-à-dire à quel moment j'ai voulu à quel être moment tu publié. te dis bah oui parce que tu peux l'avoir écrit pour toi et c'est écrit Ouais. dans un tiroir et t'es content déjà de ça, mais ensuite vouloir le publier c'est déjà une autre démarche. C'est quoi qui fait la bascule entre les deux? Alors en fait, je l'ai fait tester tout simplement et là j'apprenais un petit peu parce que je me suis dit ça passe ou ça casse. On peut me dire bon écoute c'est sympa mais il faut arrêter. Voilà, t'es pas écrivain, t'es pas scénariste, voilà. Et j'ai osé le faire lire à 2-3 personnes, dont quelqu'un qui ne connaissait absolument pas. C'était une femme, la cousine d'une amie qui habite en province et elle a adoré. Elle a éclaté de rire et je me Oui, donc suis on ne pouvait dit pas plus impartial quoi, honnête. oui parce ouais. que c'était bon voilà c'était très centré sur un personnage homosexuel tu vois mais autour duquel gravitaient beaucoup de ses amis hétéros et je me suis dit s'ils arrivent à faire rire une femme hétéro Ouais. qui est en dehors du milieu parisien tu vois de la grande ville où voilà où c'est parfois plus débridé je me suis dit là il y a peut-être quelque chose et à ce moment-là je me suis mis en quête de trouver un éditeur. Autre parcours du combattant j'imagine. Oui et non. Enfin, je vais pas le dire. Je le dis sans fausse modestie. En fait, j'ai eu la chance de toujours trouver un éditeur.
Je l'ai envoyé par la poste. Voilà, il y avait 2 éditeurs en jeu. Je l'ai envoyé et Ah, il y en avait Pedro 2. Torres. Ok, on n'est pas sur du J.K. Ouais. Rowling à 12 tentatives avant. Non, parce Ouais. que j'ai pas osé envoyer. Encore une fois, il y avait le syndrome de l'imposteur. Je me prétendais pas écrivain, tu vois. Je disais juste que j'avais écrit un texte, un roman pour m'amuser, comme un exercice avant de devenir scénariste. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé ce texte à 2 maisons d'édition qui publiaient des ouvrages avec personnages homosexuels, tu vois. Donc, on appelle ça littérature gay, ce que je trouve absurde. C'est juste que voilà, le personnage, le héros central était gay. Oui, Et mais Pedro Torres, en tous les cas, du coup, ça c'était dans les cordes de l'éditeur, quoi. Voilà. oui, j'étais dans la Tu t'es dit, tonalité, on va dire. si ça peut, bah au moins, je suis à peu près au bon endroit, quoi. Voilà. Voilà. Et Pedro Torres m'a téléphoné et m'a dit, écoutez, c'est drôle, c'est frais, c'est innocent, ça traite du coming out, j'adore. Faut savoir que la littérature gay, évidemment, c'est un peu facile. On envoie tout de suite son roman quand on a écrit un roman érotique, tu vois, parce que c'est ça que ça veut dire aussi. C'est souvent sur une table à la Fnac, littérature érotique gay. Attention, parce que vous allez lire des choses, voilà. Donc du coup, beaucoup de gens Elle est écrivent. revenue très tendance depuis 50 nuances degrés et compagnie, hein, en même temps, Oui, même en oui, mode oui. hétéro, donc bon. Mais en fait, j'étais l'outsider parce que moi, j'arrivais vraiment avec une comédie. C'était Ouais, vraiment ouais. écrit avec le style de Candace Bushnell pour Sex and the City, tu vois. Donc, j'avais absorbé toute la série. C'est vraiment la Bible. Et du coup, j'avais voilà écrit ce roman. Je voulais une sorte de Sex and the City, mais avec un personnage central qui serait gay. Et donc, du coup, Pedro Torres a très bien réagi et il a publié Bébé requin, qui s'est pas mal vendu, mais c'était confidentiel parce que c'est pas vendu partout non plus. Il avait pas de distributeur, il allait lui-même D'accord, ouais. distribuer les romans avec son sac à dos dans quelques librairies. Il faisait des envois aussi, notamment à Lyon, je me souviens. Mais à l'époque, voilà, c'était magique pour moi parce que tout d'un coup, j'avais un livre entre les mains, un livre que j'avais écrit, mais c'était pas pour autant que je me prétendais écrivain. Ouais, ouais. Donc là, pas d'échec en soi, même si toi tu te dis pas écrivain à ce moment-là. Et du coup, après, d'autres livres arrivent finalement avant les scénarios. Oui, il y a eu le 2e roman, super tragique, et puis qui a bien marché aussi, comme Bébé requin. Et puis ensuite, j'ai écrit Je ne sais pas dire je t'aime. Et c'est là où il y a eu un problème, c'est-à-dire que j'ai changé d'éditeur. Parce que le roman n'était pas ciblé avec un personnage central homo. Donc on en avait discuté avec Pedro, ça correspondait pas à sa ligne éditoriale. Et j'ai rencontré sur mon chemin un autre éditeur, je le citerai pas parce que ça s'est vraiment mal passé. Mais à l'époque, c'était le plus jeune éditeur de France. Il était même passé au JT avec Élise Lucet. Et je lui ai fait confiance et j'aurais pas dû parce qu'une fois qu'il a eu mon manuscrit, il a communiqué très bizarrement avec moi. Il faisait vraiment l'autruche, il répondait pas aux emails, il répondait pas aux coups de fil. C'était un vrai problème. Je ne savais pas ce qu'il allait en faire. Il ne me donnait aucune date de sortie. Je n'avais aucun retour. Et ça a été très compliqué. Et en fait, il a pas osé me dire que même s'il avait quelques années d'expérience, malgré son jeune âge, sa boîte était en train de couler. D'accord. Donc du coup, mon roman s'est retrouvé sur le marché et avec un éditeur qui avait déposé le bilan. Donc du coup, je suis passé tout de suite au pilon au bout de quelques exemplaires vendus. Oui, t'as pas pu profiter d'une vraie sortie, comme un peu les films sortis en mars avant le confinement. Il a fallu, ils sont très vite passés à la trappe. Ça a donné ça au niveau du livre. Tu dis au passé au pilon, c'est-à-dire c'est détruit après quand c'est comme ça alors? Ouais, bah il y avait un double problème, c'est-à-dire que comme il n'avait plus d'argent, je pense qu'il n'avait plus moyen de financer qui que ce soit, donc il n'avait pas de correcteur. Le correcteur dans une maison d'édition, c'est un vrai travail au niveau de la syntaxe, au niveau des coquilles et au niveau de la mise en page aussi, tu vois. Donc c'est très important. Et pour donner un exemple, je ne sais pas dire je t'aime, c'est un chassé-croisé entre 4 personnes, donc il fallait qu'il y ait une séparation quand tu passes d'un personnage à l'autre. Et là, je me suis retrouvé avec un roman où tout était assemblé, c'est-à-dire il n'y avait pas un saut de ligne pour respirer, pour faire comprendre. Le roman était incompréhensible. Ajoute à ça des coquilles, enfin j'avais honte, j'étais très gêné. Après 2 romans qui s'était plus ou moins bien passé, tu vois, même si c'était une petite maison. Là, je pensais qu'il y avait autre chose qui allait se passer, et au contraire, ça a été le gadin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec ce livre que j'ai vu passer au pilon, mais c'est comme si on noyait son bébé dans la baignoire, quoi. C'est comme si on m'avait demandé de noyer mon chien. Je veux pas heurter les gens qui ont perdu un enfant, mais c'est comme si on va préférer heurter les gens qui ont perdu un chien. Voilà, ouais. C'est désolé de dire. Un chien, c'est moins grave qu'un bébé. Non, mais voilà, c'est une expression. Oui, ce sont l'expression, ouais. Mais
Ouais, j'ai vraiment eu l'impression de noyer mon chien Ouais, en ouais. perdant ce livre. Et du coup, comment parce que ouais, donc il y a cette notion de le perdre. Tu t'es dit à l'instant que tout ce que tu avais fait, tout ce travail sur ce livre, il était perdu. Ou tu t'es dit bon bah c'est pas grave, moi j'ai toujours le livre, on verra plus tard. Ou comment c'est à cet instant-là? Il y a eu un effet sur moi, c'est-à-dire que c'est cet éditeur dont je citerai pas le nom, il était assez méprisant, et il a été sympa au départ quand il est venu vers moi, et une fois qu'il a eu le livre et qu'il savait ce qu'il allait en faire, il a complètement disparu. Il était très pet sec. Je pense qu'il était stressé. Et je peux comprendre beaucoup de choses, mais j'ai pas du tout aimé les rapports qu'on a eus. Et là, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol en fait. C'est difficile ce milieu. Je viens pas du milieu littéraire. Je me suis laissé intimider en fait par ça. J'ai pas fait école normale, j'ai pas fait philo. Je viens pas d'un milieu littéraire. Je j'ai pas ma place en fait. J'ai fait vraiment le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit bon je me suis amusé. Voilà, j'ai écrit 3 romans. Il y en a 2 qui ont eu une vie, un qui est un peu mort-né, et je m'arrête là. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je me suis encore une fois, comme en 5e, je me suis fait couper les pattes. Et je me suis laissé complètement abattre au point que j'ai fini chez le psychanalyste. Ah oui, d'accord. Mais tu t'es remis toi en question, quoi. Ouais. C'est très Woody Allen, tu vois. Mais Ben, ouais, j'ai perdu t'en feras un livre ou un film un jour de ça. J'ai perdu confiance en moi parce qu'encore une fois, l'ego était détruit. Et c'est ce que je disais, l'ego, c'est être égocentré. Un moteur, quoi. Oui, Ouais. c'est négatif, mais avoir de l'ego, c'est ce qui permet d'avancer. C'est Mm. l'orgueil, c'est tout ça, et on en a besoin. Une certaine quantité, pas étouffante, mais on en a besoin. Et là, il y avait plus rien. J'étais par terre en fait. Alors on me demandait alors ton livre, il en est où? Je l'ai pas vu, etc. Ben non, évidemment, vous l'avez pas vu parce qu'il est passé au feu. Donc Et là, il faut pendant réexpliquer, et là, voilà. etc. C'est remué sans cesse. Ouais, d'accord. Et pendant 4 ans, j'ai fait face à une psychanalyste qui a été incroyable. Hein. Enfin, fait face. La psychanalyse, elle est derrière. Hein. Toi, t'es sur le divan, et elle a été incroyable. Cette femme, elle m'a complètement remis sur les rails. Elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'évoluer pendant 4 ans. Je me suis trouvé en jardinage, je me suis occupé de moi et notamment de la petite graine qui avait dans La le ventre, fameuse. la fameuse petite graine de l'enfance, de l'école primaire, du petit garçon qui fait de belles rédactions. J'ai laissé pousser et j'étais presque en fin de psychanalyse au bout de 4 ans quand j'ai commencé à écrire Roland est mort. Roland est mort, qui a été un gros succès. Je peux dire le mot gros. Hein. C'est pas. Je me mens pas en Ça a disant ça. été, ouais, il y a eu des traductions en Italie, en Allemagne. Il est sorti au livre de poche aussi. Il s'est très très bien vendu. Ouais, j'ai fait pas mal de promos. J'étais passé en télé, à la radio. Là, tout d'un coup, voilà, il y avait une sorte de titre autour de moi. Il y avait marqué, je me souviens, à l'émission d'Eric Nolot, un écrivain est né. Et moi, j'étais encore une fois, j'étais là, oh là là, mais c'est moi, c'est pas moi. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je mérite Alors, tout ouais, ça? justement, malgré la thérapie, tu revivais en quelque sorte tout ce que tu avais pu vivre déjà la première fois, c'est ça? Oui, parce que le syndrome de l'imposteur, il est toujours là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, mais c'est une impression vraiment erronée, parce que je le dis vraiment pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont en pleine construction, c'est que euh, on croit que parce qu'on n'a pas suivi la porte officielle, enfin le chemin officiel, c'est-à-dire doué en littérature, ayant fait école de lettres et normal sup, etc., qu'on n'est pas écrivain. Mais c'est faux. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a des choses à raconter. Et en fait, la littérature, c'est ça. C'est la rencontre entre celui qui, de par ses mots, témoigne de son monde, et celui qui en face est prêt à l'entendre. Et on peut très bien être instruit en littérature et n'avoir rien à raconter, ou ne pas savoir comment le raconter. Oui. Par contre, on peut avoir une immense culture pour pouvoir analyser une œuvre, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé en fait de passer par ce circuit un peu officiel comme ça pour se lancer dans l'écriture. Il faut se lancer, il faut tester, il faut se prendre des gadins. C'est exactement ce que tu dis avec la présentation de ton podcast. Quand on apprend à marcher, on se lève, on tombe, on se relève, on retombe, et puis un jour on marche. Bien, c'est ça l'écriture. On travaille, on écrit, on avance, on chiffonne du papier, on recommence, et puis un jour
On est écrivain. Pour Point donner barre. une idée alors aux gens qui écoutent, parce que je vais paraphraser un ami humoriste que j'ai reçu, qui est le parrain du podcast. Il a dit dans un de ses podcasts à lui que qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Où je m'en vais avec ça? Je voulais dire un truc intéressant pour une fois et et je ne sais plus où je m'en vais. Bon, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Parce que t'as dit marché. Attends, qu'est-ce que c'est marché? Ah oui, voilà, oui c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pris le parallèle pour présenter le podcast et je savais pas trop comment expliquer le fait que j'allais parler de gens qui ont raté. C'est pas très vendeur en soi à la base et j'ai pris le parallèle avec marché. Et lui en parlait dans un de ses podcasts de la sensation de marcher, enfin de l'apprentissage de la marche. Et il disait à aucun moment donné on se dit bon bah tant pis si j'y arrive pas je ferai ma vie à quatre pattes. Non, c'est on va marcher. Il n'y a pas de doute. C'est on tombe, c'est pas grave, on se relève et ce sera le nombre de fois qu'il faudra pour marcher. Il n'y a pas à douter, on arrivera au bout. Et donc c'est un peu ça que tu nous dis là finalement. On arrivera au bout, mais on ne sait pas à quel moment, tu vois. Et dans l'écriture, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand je me lance dans un livre, il faut savoir que chaque fois est une première fois. J'ai écrit en tout 5 romans, puisque tu comptes Bébé requin super tragique, Roland est mort, Je ne sais pas dire je t'aime et Une folie passagère. Je suis en train de travailler donc sur le 6e et encore une fois, je revis les émotions de la première fois, de la trouille de ne pas y arriver, de la page blanche par moment, du manque d'inspiration, de savoir est-ce que je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai découvert une très belle citation, enfin c'est une déclaration de Roland Barthes, tu vois, le critique littéraire, qui disait la littérature, c'est la rature. Mais c'est exactement ça. On est constamment en train de rayer, de recommencer une phrase, un paragraphe, une page entière, de déplacer, d'enlever, de refaire. C'est une vraie souffrance d'écrire. Hein. Et comment tu sais alors qu'il est bon ton paragraphe à un moment donné? Parce que tu le fais lire à d'autres à chaque étape de la fabrication, ou c'est toi qui te dis bon bah là j'en suis arrivé à une version qui me satisfait, qui me semble être la bonne. Alors je ne suis pas un génie, un prodige, parce que je vois Mozart, on racontait qu'apparemment il écrivait d'un trait un opéra. Je passe beaucoup de temps à écrire. Un roman, pour moi, je ne le fais pas lire à l'éditeur avant 4 ou 5 versions. C'est-à-dire que je commence à écrire et je réécris encore. Il faut pas hésiter à écrire beaucoup, à refaire le livre en entier, en gardant la matière de la première version, bien sûr. Ouais. Mais je n'envoie pas à l'éditeur un premier jet. Pour moi, le premier jet, c'est c'est au contraire, c'est l'espace de la rature, tu vois. Donc, du coup, je le travaille un petit peu comme les comiques, en fait, parce que je sais que tu as eu pas mal d'humoristes, ils travaillent leurs blagues comme ça ou leurs vannes devant un public. Moi, je travaille à voix haute, un petit peu comme si j'étais sur scène. Je me lis le texte, je me lis le dialogue, même en jouant le personnage, tu vois, que ça soit une petite mamie ou un mec un peu arrogant, tu vois, je lis, je le joue. Je vois si ça fonctionne dans la musicalité. Je travaille beaucoup avec les rimes. Parfois, il y a des phrases qui riment. J'aime bien le slam, en fait. Tu vois, j'aurais voulu faire ça aussi, mais c'est pas mon talent. Mais je travaille là-dessus. Et une fois que je suis à peu près satisfait, parce que je suis plein de doutes, moi. Tu vois, je suis pas arrivé en me disant bon, là, c'est parfait, c'est nickel. Non. Une fois que je suis à peu près satisfait, que je suis allé au bout de ma démarche créative, que je n'ai plus le jus, tu vois, à envoyer. Pour écrire des nouveautés encore. Voilà, je le fais tester, c'est-à-dire que dès le premier roman, de toute façon, il y a toujours eu 1 ou 2, voire 3 lecteurs tests autour de moi. Je le fais tester. Et là, on me dit, écoute, là, Coco, c'est mou du genou. Là, t'enfonces des portes ouvertes. Là, on s'ennuie. Là, c'est dit et redit. Je suis attentif à ce qu'on me dit et ça me permet de modifier pas mal de choses. Et en proportion à peu près, si on peut comme évaluer, tu parlais tout à l'heure que fallait pas hésiter à écrire beaucoup. Il y a combien de pages déchirées, raturées et recommencées pour une page à l'arrivée? Je pourrais pas te dire, mais je suis admiratif de ceux qui écrivent sur du papier. J'entendais l'autre jour. D'ordinateur, combien de effacés alors? Ouais, parce que tu sais, j'entendais Amanda Asters, je l'adore, et elle écrit d'abord sa première version sur un cahier, sur du papier. Je sais pas comment elle fait, parce que moi, une phrase, je peux la changer 14 fois, tu vois. Donc sur du papier, ça serait un peu embêtant. J'écris sur ordinateur et je passe des heures. J'écris un roman, de toute façon, le premier jet, je l'écris en plusieurs mois. J'écris pas un roman en 6 mois, il me faut 1 an et demi pour écrire un roman. Et sur les 1 an et demi, il y a eu au moins 5-6 versions, tu vois. Et comment tu bosses? Il y en a qui ont le rituel, tu sais, 9h, midi tous les jours, ils vont écrire même s'il y a rien qui sort aujourd'hui, mais c'est le rythme comme ça pour essayer de produire des choses. Est-ce que c'est à l'inspiration? Est-ce que c'est aussi pendant les escales et l'emploi du temps du coup, puisque toi t'as un double travail?
Ouais. Alors j'écris sur mon temps libre. En fait, je travaille tout le temps. Hein. C'est-à-dire que je travaille dans les avions et quand je ne travaille pas, j'écris. Bah ouais, Donc voilà. c'est de l'autre travail. Ça m'arrive aussi de prendre mon ordinateur et d'écrire en escale, hein, comme je te disais, quand j'avais écrit sur quelques escales mes romans, je les avais retravaillés. Mais c'est un rituel, oui. Je m'installe devant mon ordinateur et sur des espaces horaires de 2-3 heures. Donc si je peux trouver 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, c'est très bien. Sinon, c'est que 3 heures le matin ou que 3 heures l'après-midi. Mais c'est important de s'installer dans un cadre avec des horaires qui vous correspondent. Moi, les miens, par exemple, c'est la journée. Je suis quelqu'un de diurne. Je suis pas nocturne du tout. Je suis admiratif de ceux qui te disent qu'ils écrivent à partir de 2 heures du matin ou Amélie Nothomb, elle se lève à 4 heures. Elle écrit de 4 heures à 8 heures. Je ne Oui, sais mais pas après, comment elle Amélie fait. Nothomb, c'est quand même une personne assez extraordinaire aussi. Oui, mais certainement qu'elle est complètement habitée comme ça dès la nuit tombée. Moi, je peux pas. Il faut que j'écrive entre 9 heures et 18 heures, on va dire. Hmm. Mais je m'installe dans un cadre parce il y a quelque chose qui est très vrai, enfin qui me correspond. C'est une citation de Pablo Picasso qui disait: l'inspiration existe, mais elle doit te rencontrer quand tu es en train de travailler. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre de se dire: ah là j'ai l'inspiration, je m'installe. Non, on s'installe, on fait craquer les doigts, on passe la chiffonnette sur l'ordinateur, on installe ses feuilles à côté avec les notes, le mug avec le thé, voilà, et puis on se lance et parfois en 3 heures on a écrit 3 lignes et parfois on a écrit 3 pages mais au moins on a installé ce cadre et petit à petit la magie opère, c'est-à-dire que en s'installant devant l'ordinateur l'inspiration va revenir un petit peu comme un moment comme une énergie en fait qui est dans le ventre et qui entend Hmm. l'appel en fait, Le tu vois, mood, l'ambiance est là, le mood est propice et donc ça ouais, revient, voilà. quoi. Hmm. De façon presque instinctive. Ah, là, c'est l'heure de l'inspiration, c'est l'heure de travailler, le moteur cérébral se met en place. En tout cas, moi, je le remarque. Et tu parlais de notes aussi, de papier, tout ça que tu peux ajouter. Oui, j'imagine que après, au-delà de ça, dans le quotidien, des fois tu vois un truc, je sais pas, ça peut être une devanture de boutique ou j'en sais rien, tu te dis tiens, ça peut être une idée, tu prends une note, comment ça peut Oui, surgir comme ça dans. voilà, bien sûr. Oui, parce que j'écris pas sur papier mon livre, mais j'ai beaucoup de notes sur des blogs, des papiers un peu partout, où je travaille d'abord les personnages, la psychologie des personnages, qui sont-ils, l'intrigue. Je passe beaucoup de temps à écrire sur mon intrigue parce que l'intrigue, elle change souvent. Au bout d'un moment, il y a des modifications à apporter, ne serait-ce que parfois sur la profession du personnage, tu vois. Donc j'écris beaucoup sur les thématiques aussi. Je peux remplir, oui, 14 pages de notes et elles sont toujours avec moi, à côté de moi. Et puis au fur et à mesure, je raye. Parfois, je trouve même des idées de phrases, je les note vite. Sur mon téléphone quand j'ai pas de papier, après je note sur papier et puis j'arrive à l'insérer dans le livre, ouais, quand j'écris. Mhm. Mais Donc c'est. il y a beaucoup de travail à ce niveau-là parce que comment dire, parfois on se heurte à des phrases qui vont pas, à des idées qui vont pas, mais comment dire, c'est douloureux de se dire: ah, je pensais partir sur cette idée, mais non, apparemment c'est pas bon, faut tout refaire. Mais c'est, comment dire, c'est un petit échec, tu vois. Mais l'échec, c'est inhérent à la vie. De toute façon, c'est une étape extrêmement fondatrice pour te rendre plus efficace, plus combatif. Et plus sage, je dirais, parce que quand tu te trompes dans tes notes, dans tes idées, ça te rend plus libre après de te tromper à nouveau et de t'améliorer à nouveau. Mm. Chaque fois est une première fois, comme je disais tout à l'heure. Donc, chaque roman, chaque paragraphe est un challenge. T'as dû apprendre à pas culpabiliser de rater des trucs ou spontanément c'était pas grave pour toi de rater. C'est difficile parce que oui, on culpabilise des fois, on regrette d'avoir écrit certains passages ou de pas avoir eu l'idée d'améliorer ce passage-là ou cette fin-là, de pas avoir eu la présence d'esprit sur le moment. Il y a une grande frustration, je pense, chez l'écrivain, comme chez le peintre ou chez le réalisateur de films, de toutes les œuvres qui sont figées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont figées, on peut plus y toucher. Chez l'artiste, D'autant que la partie création, tu ne cesses d'y toucher, donc il y aurait comme toujours quelque chose à changer un peu, quoi. Exactement. Et en fait, je me suis posé cette question, tu vois, je me suis dit, mais si Van Gogh était toujours vivant et qu'il rentrait au musée d'Orsay, est-ce qu'il dirait pas: non, mais virez-moi ces tournesols, je vais vous les refaire? Ouais. Mais moi, j'en suis persuadé. Mm. Sauf que le spectateur, lui, le lecteur, il ne le sait pas, ça. Lui, ce qu'il voit, c'est une œuvre qui va provoquer des émotions et ces émotions, elles sont ancrées dans la personne et il te remercie presque pour ça et il veut
sacraliser l'œuvre pour ça. C'est-à-dire que moi, ça me viendrait pas à l'idée de refaire les tournesols de Van Gogh. Je les trouve nickel comme c'est. De même que je ne reverrai pas, tu vois, il était une fois en Amérique, tu vois, c'est Victor une Hugo, œuvre. on touche pas au texte, quoi. Enfin, voilà, alors que lui, Les ça tombe. Misérables de Victor Hugo, voilà. oui, voilà. Voilà. Enfin, je vais pas parler à leur place. Moi, Non, bien sûr, mais. Mais pour moi, les œuvres que j'aime, elles sont figées, je les trouve intactes. Parce qu'il y a des œuvres cultes, attention, là on parle des œuvres cultes. Mais même pour des œuvres qui ne sont pas cultes, il y a des films que je trouve incroyables, qui sont pas connus et qui sont pas analysés comme des œuvres cultes et qui pour moi ne sont intouchables. Je suis sûr que si je rencontrais le réalisateur ou la réalisatrice, ça dirait non mais il aurait fallu que je refasse certains plans, que je change certaines choses au montage, etc. Et en fait c'est ça. En disant ça. Je pense à un film qui m'a beaucoup inspiré pour Je ne sais pas dire je t'aime, qui s'appelle Reine d'un jour de Marion Vernou, qui était un chassé-croisé entre une brochette de personnages dans un Paris un peu tumultueux. Il y avait Karine Viard, Victor Lanoux, Hélène Filière, Sergi Lopez. J'adore ce film. Pourtant, n'importe quelle personne qui le verrait pourrait dire ouais non mais c'est un peu un nanar, etc. Et non, pour moi c'est un très bon film qui est plein de poésie, plein d'humour, avec une bande son, même une chanson par Catherine Ringer qui reprenait Georges Brassens au départ. Et j'adore ce film, il m'a beaucoup inspiré l'écriture de Je ne sais pas dire je t'aime. Et je suis persuadé que si Marion Vernou, je discutais avec elle, elle voudrait refaire le film, elle pourrait l'améliorer à nouveau, avec d'autres choses évidemment. Et un texte, un livre, je veux pas parler des miens parce que sinon j'aurais l'impression de les dénigrer. Mais il est pas question de les dénigrer, il est juste question de dire, bon, si vous les lecteurs, vous les avez aimés tels qu'ils sont, alors je suis content. Maintenant sachez que moi, tel que je les revois, tel que je les repense. Bah oui, le temps a filé, t'aurais des choses à ajouter, forcément. Ouais. Mais je suis incapable je n'ai jamais lu mes livres. J'ai travaillé mes textes, mais une fois qu'ils sortent, une fois qu'ils sont imprimés, bon, je les ouvre comme ça pour les toucher, tu vois, mais ou faire des dédicaces à certains podcasteurs, animateurs radio. Voilà, on fait des podcasts aux podcasteurs ou quand je suis en librairie, je fais des dédicaces, mais c'est à ce moment-là que j'ouvre le livre et que je retouche le papier, mais je ne me suis jamais installé pour lire mes textes. Ton livre, oui, bah, ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu, pour le coup, prétentieux, ou je sais pas quel mot on peut employer, quel adjectif, mais oui. Tu parlais, on revenait sur Je ne sais pas dire je t'aime, pas Une folie passagère, ça c'est plus récent. Sur Je ne sais pas dire je t'aime, donc le fameux livre qui est mort-né, en quelque sorte. Donc là, bide, échec et thérapie. Et pour autant, il est revenu, ce livre. Il y a eu une nouvelle édition, quoi. Ben, c'est ça. En fait, c'est c'est un peu la démarche des héros dans les films ou dans les livres, c'est-à-dire bah tu échoues, tu te casses la gueule et puis tu te relèves. C'est-à-dire que ce roman, voilà, qui était passé à la trappe, qui était un peu, comme je disais, mort-né, je l'ai fait émerger après avoir rencontré Anne Carrière. On avait publié donc Roland est mort et je n'ai absolument pas su ce qui se passait pour Roland est mort. Au moment où on en parlait, je voyais évidemment qu'il y avait des coupures de presse, il y avait la radio et la télé qui s'étaient intéressés au roman, mais moi je n'ai pas du tout vécu ce succès. J'étais en train de retravailler mon livre, c'est-à-dire phrase par phrase. J'étais en train de retravailler Je ne sais pas dire je t'aime pour le proposer à Anne Carrière. Je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, il y a un livre dans mon tiroir, j'ai un livre dans l'ombre auquel je tiens beaucoup parce que toutes les thématiques me touchent de près. C'est presque un livre témoignage de ma personne. Souvent les gens disent pourquoi vous n'écrivez pas sur vous, etc. C'est le roman le plus personnel que j'ai écrit, Je ne sais pas dire je t'aime. Pas par rapport au titre, mais par rapport aux 4 personnages. On va dire que ces 4 personnages, ils ont vraiment quelque chose de mes blessures à moi. Et du coup, je voulais vraiment qu'il ait la vie qu'il méritait. Et je l'ai retravaillé dans l'ombre. Je dis dans l'ombre parce que voilà, j'étais une fois sur mon bureau, tu vois, dans une sorte de huis clos enfermé, et je profitais absolument pas de l'été parce que je voulais le présenter à Anne Carrière au mois de septembre, et je suis vraiment très très fier d'avoir vu ce livre un petit peu jaillir un petit peu comme un navire qui avait fait naufrage et qui sort de l'eau, tu vois, il émergeait à nouveau. Et beaucoup plus beau, beaucoup mieux travaillé, beaucoup plus stylé. Et qui a bien fonctionné également. Après, il y a eu Une folie passagère et tu disais que tu travailles encore effectivement sur un autre livre. Du coup, j'ai envie de dire que pour l'instant, du coup, c'est vitesse de croisière ou il y a encore des turbulences et des moments de raté, justement. Ah, c'est très difficile parce que c'est aléatoire, tu vois.
on vient de traverser une période un peu étrange là avec le Covid, Oui. le confinement. Il y a eu beaucoup de romans qui sont sortis juste avant le confinement et bon, moi, j'avais pas d'actualité, mais j'ai de l'empathie pour mes camarades auteurs qui, eux, ont vu leur roman bah, passer sous les rayons, enfin, passer complètement inaperçu parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer dans les librairies, c'était compliqué pour eux. Et chaque période est difficile et la vie d'un livre est extrêmement difficile. Tu sais, le succès d'un roman, c'est le bouche à oreille, bien sûr, mais c'est pour moi une synergie, c'est-à-dire qu'il faut que l'éditeur soit emballé, qu'il ait fait un travail dessus auprès des représentants des libraires, qui ensuite vont en parler aux libraires. Il faut que le libraire, à son compte, soit convaincu du livre, le mette en avant et de façon concomitante, il faut que les journalistes en parlent, les blogueurs, les Instagrammeurs, tout le monde. Et à ce moment-là, il y a ce bouche à oreille peut fonctionner, tu vois. Et quand tu as de la presse, des médias qui s'en mêlent, le libraire qui le met en avant, les lecteurs qui en parlent, c'est là qu'un livre fonctionne. On peut très bien avoir quelques coupures de presse, on peut avoir un journaliste qui en parle à la télé. Si derrière les autres, agents, acteurs de la scène du livre ne font pas partie de l'aventure, la promotion d'un livre, elle peut être chaotique, c'est compliqué. Donc on espère toujours, quand on voit son livre partir, qu'il fonctionne parce que on veut toucher un maximum de gens, mais c'est un peu comme un enfant, on veut le voir grandir et évoluer et s'épanouir, tu vois. On veut pas le voir se casser la gueule au bout du chemin. Et est-ce que c'est marrant parce que tu dis on veut le voir grandir et évoluer un peu tout seul. Donc du coup, il t'appartient plus à ce moment-là. Il fait son chemin, il fait sa vie. Toi, t'as fait ton taf et maintenant hop là, il est lancé sur la vie. C'est un peu ça le. Ouais, je suis pas nostalgique. En fait, je suis pas nostalgique. Une fois qu'il est lancé, bon, évidemment, il y a le besoin de se dire, j'ai pas travaillé sur ce roman juste pour qu'il passe à la trappe, tu vois. Mais je me détache de ça, je me concentre sur le prochain bouquin et je travaille toujours, j'essaye d'avancer parce que sinon, si on reste chez soi à espérer le succès à tout prix, cette reconnaissance, etc., on en meurt. Enfin, je veux dire, c'est extrême, ça prend au ventre, au trip, tu vois, on se tord les boyaux parce que quand le succès est là, tant mieux. Ça peut être grisant, en même temps très déstabilisant. Et quand le succès est pas là, c'est extrêmement douloureux pour l'auteur qui a donné de sa personne. Mais le succès, il y a succès et succès, il faut être aussi raisonnable, tu vois, c'est très relatif. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, je veux dire être distribué partout sur la planète ou avoir un succès plus confidentiel mais plus raisonnable aussi, je sais pas. Oui, ça après c'est propre à chacun finalement, c'est ça, oui. T'as commencé, je t'ai demandé qui es-tu, tu m'as dit Stewart écrivain, tu t'es donc présenté en tant qu'écrivain. C'est fini le syndrome de l'imposteur? Ça y est, on peut le dire, t'es écrivain là au bout de maintenant 40 minutes qu'on se pose. Alors, je dis pas que je suis écrivain, je dis que je suis romancier. Si on joue sur les mots, on va dire que l'écrivain écrit sur tout, et moi je peux pas écrire comme ça sur commande sur n'importe quel sujet. Ouais. J'écris des romans parce qu'il y a une intrigue derrière à laquelle j'ai pensé, quelque chose d'un peu romanesque. Voilà, je suis pas journaliste, je suis pas essayiste, auteur. Il y a comme une pensée intellectuelle aussi derrière parfois dans le terme de auteur. Donc, je préfère dire que je suis romancier et je suis Stewart. J'aime être les deux, j'aime avoir les deux casquettes. C'est extrêmement oxygénant pour moi de pouvoir monter dans les avions pour rencontrer le monde, les gens et avoir capté l'inspiration à travers eux. Des fois, c'est des histoires qu'on me raconte, c'est des phrases comme ça, et j'essaie de me lancer à ce moment-là dans un nouveau roman à travers une nouvelle intrigue. Quand j'ai capté quand il y a eu des rencontres intéressantes en tout cas. Et est-ce que en référence à cette prof là de 5e qui t'a cassé, c'était donc une critique qui venait de l'extérieur sur ton travail. T'es comment aujourd'hui sur les critiques alors ou littéraires ou même les critiques toutes simples de personnes lambda, lecteurs est-ce que tu fais gaffe à ces critiques négatives pour le coup, parce que les positives ça va toujours bien apprendre, est-ce que tu y prêtes attention ou pas du tout, comment tu... Il y a les critiques constructives évidemment qui sont intéressantes parce que elles permettent de
de te purifier quand même d'une cure de modestie quand tu te sens pousser des ailes et tout. C'est important aussi de remettre les choses à leur place. Ces critiques-là, elles rendent humble, tu vois. Puis l'humilité, c'est une vertu quand même qui est authentique, tu vois. Elle invite à prendre conscience de ses limites, de ce qu'il y a besoin d'améliorer pour la prochaine fois. Ça, c'est des critiques intéressantes. Après, les critiques qui sont juste de la méchanceté gratuite. C'est blessant, mais il faut vraiment tourner le dos à ça et pas écouter, quoi. Donc, quand je me heurte à ce genre de commentaires désobligeants, j'hausse les épaules, je dis écoutez, lisez autre chose. Hein. Ouais, voilà, c'est simple en même temps. C'est comme quand on critique la télé, on peut l'éteindre aussi. Hein. Oui, voilà, en fait, c'est très facile de critiquer pour critiquer. Moi, il y a des romans qui m'intéressent pas, mais pour autant, je salue quand même le travail qui a été fait par l'auteur derrière. Tu vois, c'est pas parce que ça me touche pas ou que ça m'intéresse pas que c'est minable en fait, ou que le style est minable. Je sais qu'il y a un travail aussi qui a été fourni derrière, donc c'est un peu comme dans tous les domaines artistiques. Ça peut être aussi dans la chanson, tu vois. Je veux dire, quelle est la meilleure chanteuse entre Céline Dion, Françoise Hardy ou Björk? C'est complètement absurde parce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Le travail et l'intérêt qu'on leur porte n'est pas le même. Mais en fait. Donc, faut se dire qu'on a chacun notre place. Il faut écrire en sachant que de toute façon, la question fondamentale à se poser, c'est si jamais j'écris mais que ça ne trouve pas son public, si jamais j'écris et que l'éditeur me refuse et qu'on me dit non mais arrêtez d'écrire vos manuscrits, je veux plus les recevoir ou quoi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Si je continue, alors c'est que je suis écrivain au fond de moi. Par contre, si je me laisse abattre et que j'arrête, c'est que ça sert à rien. Et c'est en ça que je me dis que peut-être, oui, je suis un romancier. Et là, pour l'instant, t'écris, donc t'es romancier. Oui, mais tu sais, il y a eu dans tous les petits échecs que j'ai pu rencontrer ou des fois les mauvaises remarques, il y a vraiment eu de la mélancolie, tu vois. Mais cette défaite, c'est pas des défaites, mais c'est plutôt des mises en difficulté. Elles font partie de la vie. On le voit chez beaucoup de gens dans différents domaines, que ce soit dans le sport, en politique. Tu vois des larmes au moment de la défaite et c'est beau en fait ces larmes parce que ça humanise, ça rend vivant. Donc quand on se trompe, comme quand je me suis trompé avec cette rédaction en 5e, quand je me suis pris un gadin avec mon roman qui est passé au pilon, quand parfois c'est aléatoire, il y a des romans qui marchent plus que d'autres, quelque part ça aide aussi à donner du piquant à l'existence. Et c'est ça qui rend vivant, c'est le piquant. Eh ben merci d'être venu nous rendre 48 minutes ici piquantes, Nicolas Robin. Merci beaucoup Geoffrey. Et à bientôt. À très bientôt.